Eh bien, c'est parti, le petit point rouge est là. Donc c'est parti, donc le guide donc de la commande publique en hors site. Youp. Donc rapidement, on va vous faire une petite introduction des intervenants qui vont vous présenter le guide aujourd'hui. Donc il va y avoir 8 personnes qui vont vous présenter ce guide-là, qui sont en fait le comité de pilotage qui a rédigé ce guide-là et les partenaires. Donc on va voilà, tous ensemble vous présenter ça avec la spécificité de chacun. Des personnes qui ont co-rédigé le guide. Ensuite, on va avoir un peu plus le contenu du guide dans son déroulé, les aspects un peu plus juridiques. Et ensuite, on va préciser un peu les typologies de contrats qui sont le cœur du sujet de ce guide. Et avec du coup, vous présenter les 3 typologies de contrats principales et puis d'autres qui sont un peu plus spécifiques, mais qu'on va quand même vous présenter rapidement. Et puis ensuite, on va ouvrir aux questions. Donc rapidement, on va faire un tour de table des intervenants qui vont présenter ce guide-là, que vous sachiez qui va vous parler aujourd'hui. Donc déjà, au nom de la filière hors site, donc moi je suis Léa Delpech et je travaille pour la filière hors site avec Céline Beaujolin qui est là également. Et donc vous dire simplement qu'on a initié donc nous cette rédaction du guide de la commande publique à la demande des adhérents et pour le développement donc de la filière hors site. Pour accompagner les acteurs de la filière et à commencer par la maîtrise d'ouvrage, donc publique. Voilà pour notre implication sur cette lancée du guide. Je laisse la parole à Pierre Polo. Bonjour à toutes et tous. Moi, Pierre Polo, je suis intervenu dans le cadre de ce comité de pilotage en tant que maître d'ouvrage finalement, puisque maître d'ouvrage est confronté donc à la commande et que le hors-site nécessite, de par ses spécificités sur lesquelles on reviendra, de revoir les modes de commande pour associer le plus en amont possible, évidemment, les acteurs qui sont les architectes, les entreprises industrielles. C'est à ce titre-là que voilà, j'ai souhaité m'investir, sachant que j'étais très convaincu sur évidemment la nécessité du mieux construire que représente le hors-site. Je laisse la parole à Amélia. Bonjour, et bien donc Amélia Tiscornia, je suis la directrice générale de Scoping et administratrice à l'association Filière Hors Site. Et donc nous œuvrons au quotidien en tant que maîtrise d'œuvre, et donc nous sommes à la fois soumis à la commande publique et à la fois nous utilisons la commande publique pour les appels d'offres travaux. Et pour le hors-site, on a commencé à travailler sur le déroulé d'une opération et très vite, en fait, le sujet de la commande publique est venu. Et donc, ce travail sur le guide de la commande publique était la continuité logique de ce préambule d'ajustement des opérations pour pouvoir réaliser du hors-site. Et voilà pourquoi j'étais là. Et puis, du coup, avec Guillaume Hanoun, à qui je passe la parole. Merci, bonjour. Donc moi je suis Guillaume Hanoun, je suis architecte fondateur d'une agence qui s'appelle Moon Architecture. Et on travaille de longue date sur la construction hors site, d'abord pour des sujets d'hébergement, donc vraiment avec la question de la nécessité. Et puis c'est un fil qu'on déroule dont on se rend compte qu'il propose plein de qualités, sur lequel il faut être attentif aussi aux potentielles dérives. Et en tant qu'architecte, on y est très attentif. L'idée étant d'améliorer la qualité de la construction et de promouvoir la construction biosourcée. Donc voilà, on accompagne la création de ce guide et je reparlerai un petit peu tout à l'heure sur un exemple de manière de fonctionner pour faire du hors-site. Et pardon, j'ai pas passé la parole, je passe la parole à Ludovic, qui a le micro coupé. Pour ça. Mhm. Eh ben, je pense avoir autorisé. En fait, non. Voilà, c'est bon. Et comment je reviens? Faut que tu l'actives de ton côté normalement et c'est bon.
C'est bon. Ouais. Ah, c'est bon. En fait, je pouvais pas l'activer. Désolé. Oui. Donc, le défi Difolco à la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, on est intervenu parce que c'est vrai que nous, on est très spécialisé dans ce que sont les processus de la commande publique et les processus les processus de commande, surtout de maîtrise d'œuvre et de lien entre la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et entre la maîtrise d'œuvre et enfin, l'ensemble du triptyque maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprise dans les opérations. Et c'est vrai qu'on a répondu à cet appel de la filière hors site sur ce guide qu'on trouvait très intéressant, puisque ça nous permettait aussi de travailler sur ce domaine très particulier et qui compte désormais de la construction hors site, pour lequel il n'y avait pas encore, de points faits sur la commande publique en particulier. Doris. Oui, du coup, je vais enchaîner. Bonjour à toutes et tous. Je suis Doris Rémy, je travaille au CD2E. Je coordonne le service éco-entreprise et développement économique et je travaille aussi particulièrement sur le déploiement de la filière hors site. Le CD2E, c'est le pôle d'excellence bâtiment durable de la région Hauts-de-France. On est missionné par l'ADEME et par la région Hauts-de-France pour travailler sur un certain nombre de sujets en lien avec le bâtiment durable, les énergies renouvelables également, l'économie circulaire. Et le gros fil rouge au niveau de nos sujets, c'est l'animation des filières, aussi bien maîtres d'ouvrage, bailleurs, promoteurs, collectivités, entreprises, architectes, bureaux d'études, etc. Et dans le cadre du déploiement de la filière hors site qu'on mène depuis plusieurs années, on anime des groupes de travail, des visites, d'opérations, d'entreprises, et ça nous permet de bien identifier les besoins des acteurs des filières. Et clairement, il y avait un besoin qui a été identifié sur la commande publique. Il s'avère qu'en parallèle, il y a eu le déploiement de la filière hors site France, et on a noué un partenariat entre filière hors site France et CD2E. Et on a trouvé que c'était opportun non pas de créer chacun notre guide dans notre coin, mais de regrouper nos forces pour créer un outil commun. Donc, on a contribué au guide de filière hors site France. Et je donne la parole à Guillaume. Bonjour à toutes et tous, Guillaume Baumgartner, moi je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Repère, assistant à maîtrise d'ouvrage, qui aide les collectivités, les bailleurs sociaux, l'État à construire ou rénover. Et aussi évidemment sur le hors-site. Moi, on est plus spécialisé sur la stratégie d'achat, la passation de contrats complexes. Et on a eu l'honneur d'être choisi par l'association Hors-Site France pour rédiger ce guide. Et je n'étais pas seul parce que j'ai été largement appuyé par... Et je passe la parole. Bonjour à tous, Pauline Morus. Alors moi, je suis avocate au cabinet LP Allo et je suis intervenue notamment pour réfléchir d'un point de vue juridique à comment conjuguer les spécificités et l'innovation des projets hors site avec un cadre juridique préétabli applicable aux acheteurs soumis au Code de la commande publique. Et nous Très avons bien. fait le tour de l'équipe projet. Je pense aussi. Eh bien, merci à tous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapidement vous reposer le sujet du hors-site et de comment on considère le hors-site. Je pense que tout le monde est à peu près sachant, mais pour ceux qui ne le sont pas, je vais juste revenir dessus très rapidement, mais c'est vraiment l'idée de qu'est-ce que le hors-site? C'est donc de déplacer une partie de la construction hors du chantier et donc de construire une partie des éléments construits en atelier. Dans un processus d'industrialisation et donc de gain de productivité, avec des objectifs qui sont de baisse des coûts et de gagner en qualité d'exécution et également en délai de chantier. Donc ce qu'on va considérer en hors-site, c'est tout matériau, tout procédé constructif et toute dimension structurelle ou non structurelle du 2D, du 3D. Donc on est vraiment dans une approche à 360 de la filière. En considérant toutes les possibilités possibles à chaque projet ou groupement de projets, pour vraiment se poser les bonnes questions au bon endroit et puis trouver les solutions adaptées à chaque situation. Donc l'idée du hors-site va amener en fait des nouvelles manières de travailler.
et donc de repenser les manières de concevoir les projets et surtout le rôle de chaque acteur dans les manières de travailler. Donc il y a une réelle courbe d'apprentissage sur laquelle tout le monde doit travailler, et donc un besoin d'accompagner la filière sur cet aspect-là. Et donc je ne vais pas parler des valeurs ajoutées du hors-site qui sont nombreuses, mais plutôt les spécificités du projet hors-site qu'on va considérer dans ce guide, qui sont donc cette évolution de chaîne de valeur, le rôle des acteurs qui va changer, et de tous les acteurs sur toute la chaîne. On va donc au niveau de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'ouvrier dans son atelier, en passant par la maîtrise d'œuvre, l'entreprise d'assemblage, etc. Donc il y a une vraie évolution des métiers, et donc c'est là qu'on va venir adresser ces spécificités sur la partie maîtrise d'ouvrage dans ce guide. Et donc il y a le phasage de chantier aussi qui va être radicalement différent. On va concevoir le projet d'une toute autre manière, avec des étapes qui vont être simultanées, une partie conception qui peut être rallongée, mais une partie chantier qui est vraiment réellement réduite. Donc voilà, donc il y a tout ça à considérer dans les spécificités d'un projet en hors-site, et donc ce guide de la commande publique spécifique hors-site va considérer donc tout ça. Je vais laisser la parole à Doris et Amélia pour la genèse du guide. Oui, merci Léa. Donc aujourd'hui, la construction hors site, elle représente clairement une opportunité majeure pour répondre aux enjeux de rapidité, de qualité, de durabilité et de sobriété dans le domaine du bâtiment. C'est des points qui ont été évoqués précédemment. Pourtant, malgré son potentiel, on a constaté que la filière, elle rencontre encore des freins liés à la commande publique, notamment à cause d'un manque de compréhension et d'outillage juridique. C'est dans ce contexte qu'il a été proposé de produire un guide dédié pour proposer un cadre clair, partagé et opérationnel entre les maîtres d'ouvrage publics et les acteurs économiques. Donc le contenu, il se veut à la fois très technique, mais aussi juridique. Ce qu'on a constaté, c'est que les ressources actuelles sur leur site, elles sont riches d'un point de vue technique et industriel. En revanche, elles sont assez muettes sur les dimensions juridiques. Comment régir un marché public intégrant leur site, quelles sont les clauses à adapter, comment respecter le code tout en innovant. Et cette absence de guide qu'on a constaté, ça crée un manque aussi au niveau des maîtres d'ouvrage. Et par rapport à ça, il y a tout le fonctionnement de la filière hors site qui peut être méconnu, mal connu, peu appréhendé par les maîtres d'ouvrage. Et c'est important de rappeler la structuration, les contraintes logistiques, les bénéfices du hors site en matière de délai, de qualité environnementale, et comment est-ce que ces informations peuvent être adaptées dans des marchés et intégrées dans des marchés pour permettre un déploiement du potentiel du hors site. Donc finalement, le hors-site, on peut l'intégrer à différents moments, que ce soit dès la phase de programme, enfin, à différents moments. C'est important d'intégrer dès la phase de programmation et de rédiger des marchés les mieux calibrés pour qu'il y ait une meilleure performance dès le démarrage, dès la pensée même, dès la conception du projet. Ce qu'on a constaté aussi, les constats qu'on fait sont les constats qu'on a fait en Hauts-de-France, mais aussi au national, c'est que les appels d'offres actuels sont souvent rédigés dans des logiques de construction traditionnelle, avec des exigences qui sont incompatibles avec le processus hors site, notamment au niveau des séquençages, des allotissements, des délais de fabrication. Et du coup, le résultat, c'est qu'il y a des entreprises spécialisées dans leur site, qui déploient des solutions hors site qui ne peuvent pas forcément répondre au marché. Et donc, on se retrouve avec des cadres qui ne sont pas forcément adaptés aux entreprises. Et c'est vrai que ce côté filière, mise en relation entre les acteurs de l'offre et de la demande, écouter les compréhensions et incompréhensions des uns et des autres, en utilisant le support de la commande publique, c'est nécessaire aujourd'hui. Par ailleurs, il y a un certain nombre de marges de manœuvre pour intégrer aujourd'hui leur site dans la commande publique. C'est des points qui seront détaillés juste après par les intervenants suivants, notamment tout ce qui touche au dialogue, à la conception et réalisation, aux marchés globaux de performance, donc voir les variantes et achats innovants. Donc ce qu'on souhaitait montrer, c'était que leur site, il est possible dans différentes typologies de procédures, et c'est bien là la genèse du projet. Qu'il s'agisse d'un appel d'offres ouvert, restreint, d'un dialogue ou encore d'une procédure adaptée. Pour nous,
Ce guide, c'est un outil de passage à l'échelle. C'est un outil qui se veut pédagogique, juridique et opérationnel pour sécuriser les pratiques, pour faciliter l'accès des entreprises innovantes à la commande publique, mais aussi pour donner aux maîtres d'ouvrage les clés pour oser leur site. Voilà globalement pour cette première partie sur la genèse du guide. Je vais maintenant donner la parole à Amélia. Et c'est le besoin qui est apparu par l'association de la filière hors site, qui est une association transpartisane. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'ajustement d'un déroulé d'une opération, c'est-à-dire comment, comment exprimer le besoin du hors site, comment l'intégrer dans la conception, dans la réalisation, quand et comment on choisit les différents acteurs. Et on avait un groupe de travail qui était très mobilisé, plus d'une vingtaine de personnes. Et très vite, en fait, à chaque ajustement proposé, il y avait cette question, ah oui, mais la commande publique, ah oui, mais la commande publique, mais est-ce qu'on peut vraiment s'emparer de ce sujet-là, choisir un acteur, que ce soit un matériau ou une entreprise, à un moment différent de ce qu'on connaît? Et du coup, c'était vraiment un frein pour pouvoir ajuster ce déroulé. Alors que la bonne nouvelle, c'est que finalement, en fait, il y a tout ce qu'il faut dans la commande publique et c'est plutôt une méconnaissance ou des doutes quant à l'utilisation des différents leviers de la commande publique. Et donc, du coup, fort de ce constat, on a pu ajuster le déroulé d'une opération et le proposer quelques pistes par l'association hors site. Et nous avons continué effectivement ce guide sur la commande publique. Et donc la bonne nouvelle, c'est que le cadre ne change pas et que nous avons des possibilités de l'utiliser à exploiter pour pouvoir adapter les procédures, quelles que soient les procédures, aux besoins du projet et du maître d'ouvrage. Ça, c'est vraiment très important comme ligne directrice, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et que c'est vraiment à chaque projet, à chaque contexte, à chaque besoin où on a une palette d'outils qui peut répondre à l'objectif final et contribuer à la réussite de l'opération. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment de la genèse du guide, et puis sans plus attendre, rentrons dans son contenu avec Guillaume. Merci Amélia. Alors pourquoi rédiger ce guide? Je crois qu'on en a beaucoup parlé. Certes, la technique est maintenant connue ou plus ou moins connue. En tous les cas, il manquait effectivement un guide de la commande publique et cet outil, donc on l'a rédigé. Pour qui? Alors le prisme, évidemment, il est juridique, mais en fait, ce guide a été rédigé de manière quand même compréhensible et simple pour que tout le monde puisse s'en emparer, parce qu'il n'y a pas que les acheteurs, hein, il y a aussi les directions de maîtrise d'ouvrage, les directions de patrimoine, qui doivent comprendre les tenants et aboutissants, finalement, de la stratégie d'achat. Une stratégie d'achat, c'est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait comme typologie de marché, quelle est la procédure qu'on va mettre en œuvre, comment on peut sourcer aussi les différentes entreprises, parce qu'on a le droit de sourcer aujourd'hui. Et puis, opérationnellement, comment on va rédiger les contrats, tous les DCE, donc avec les guides de rédaction, les critères de sélection, etc. Quel périmètre donne-t-on à ce guide? Alors, on a voulu être assez large et donc parler des procédures, des contrats. On ne va pas très loin. Alors, on va parler évidemment de la loi MOP, on va parler de spécificités dans la loi MOP, des contrats globaux. On ne fait pas une focale sur les marchés globaux de performance ou les marchés globaux de performance avec paiement différé parce que ce n'est pas spécifique au hors-site. Certes, c'est important, mais il y a déjà beaucoup de documentation et de matière là-dessus. Et puis, quelle suite à donner? Ça va être la conclusion. C'est un premier guide et on pense que si on peut aller plus loin pour rédiger un closier, par exemple, qui pourrait aider encore les maîtres d'ouvrage pour être plus précis encore. Voilà. Alors, le guide, il contient d'abord un édito de l'association Hors Site France,
les synthèses et les enjeux des projets hors site, pourquoi on fait des projets hors site, quels sont encore quelques écueils qui existent. Ça, c'est pour que tout le monde finalement sache que c'est qu'un projet hors site. Les spécificités des projets hors site, comme l'a dit Doris, il y a une chaîne d'acteurs qui est un peu différente. Il y a des acteurs qui entrent, notamment les industriels, les logisticiens. Et donc, il y a une nouvelle chaîne de valeur. Et il y a aussi un phasage très différent entre les projets hors site et un projet traditionnel avec des rapidités de construction beaucoup plus rapides dans le projet hors site. Et ça aussi, ça impacte les contrats. Ensuite, on vous présente les typologies de contrats, on va y venir. Donc, les lois MOP, les marchés globaux, donc conception-réalisation ou plus loin, c'est-à-dire MGP. Un petit focus sur les accords cadres, puisque le projet hors site... ah, pardon, ouais. T'es passé un peu vite? Ouais, voilà. Un petit focus sur les accords cadres, les différentes procédures existantes, et puis quelques sujets un peu plus précis sur voilà, les critères de sélection et et puis la rédaction des contrats. Sur les spécificités du projet hors site, donc on en a parlé. Donc là, on rentre vraiment dans le déroulé du guide, hein. Il y a l'évolution de la chaîne de valeur. Alors, sur tous les différents acteurs, hein, donc AMO, MOE, entreprise, industriel et évidemment maître d'ouvrage. Le phasage différent du projet et puis quelles conséquences pour chaque acteur vis-à-vis de la commande publique. Et ça, c'est important pour que le maître d'ouvrage sache quelles sont les responsabilités de chacun des acteurs pour rédiger un bon contrat. Les typologies de contrats, donc il y a la loi MOP classique. Souvent, on entend que c'est pas possible de faire du hors-site en loi MOP classique. C'est pas vrai. Alors certes, le code de la commande publique est contraignant, c'est heureusement d'ailleurs, mais on peut tout à fait faire du projet hors-site avec une loi MOP classique et on va vous présenter des exemples. Une loi MOP avec consultation anticipée sur AVP, qui n'est pas une pratique très courante des maîtres d'ouvrage publics, mais ça a pour avantage de faire travailler, concerter les maîtrises d'œuvre et les entreprises en avance de phase. La consultation préalable des entreprises, qui est une spécificité pour les bailleurs, j'y reviens pas, Pauline va en parler juste après. Et puis les marchés globaux, pareil, les maîtres d'ouvrage ne sont pas tous contraints aux mêmes contraintes pour les marchés globaux. Les bailleurs sociaux peuvent le faire facilement, les collectivités ou l'État ont plus de contraintes, et ça, on va vous en parler aussi derrière. Un accord cadre, les accords cadres, pourquoi l'accord cadre peut être intéressant, quelle est la réglementation, et puis on va vous présenter des cas d'usage sur ces accords cadres hors site. Les procédures existantes, donc ne pas oublier avant la procédure qu'il y a une phase de sourcing, et ça maintenant c'est dans la commande publique depuis qu'elle a été révisée. Toutes les procédures existantes, donc les procédures d'appel d'offres classiques, les procédures avec négociation ou le dialogue compétitif. Et on fait un petit focus sur le dialogue compétitif parce que souvent c'est vu comme quelque chose de compliqué. C'est pas compliqué, il suffit d'avoir les bons trucs et astuces pour mener un dialogue compétitif et ça peut être intéressant quand on est sur des projets ou des procédures qu'on ne connaît pas trop, du hors-site, et donc de faire dialoguer, co-construire ensemble avec un maître d'œuvre, des entreprises et des industriels. Et ça a du sens pour beaucoup de projets, pas tous, évidemment. Et enfin, un petit focus procédural et contractuel sur les critères de sélection des candidatures et des offres, puisque comme vous êtes sur des projets hors site, ce n'est pas forcément les mêmes critères que de la construction ou de la rénovation traditionnelle.
Il y a un sujet sur les macro-lots aussi qui sont un peu différents hors site en projet classique. Et puis, un petit focus aussi sur les conventions de groupement d'entreprises pour s'assurer, si vous êtes en marché globaux notamment, que la maîtrise d'œuvre aura toute sa place dans la conception du projet. C'est extrêmement important, hein. On dit bien un projet hors site, mais pas hors sol. Le hors site, donc, doit être bien intégré dans son environnement avec comment dire, un bel aspect architectural. Voilà l'ensemble du contenu du guide. J'enchaîne avec la partie, avec le cadre juridique, parce qu'il faut en passer par là, mais promis ensuite, dans la suite du webinaire, vous aurez des illustrations concrètes et vous les retrouverez également dans le guide lui-même. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter sur le cadre juridique, surtout les types de contrats pour faire du hors-site en commande publique. L'objectif, si on le résume un peu, c'était de trouver des contrats dans lesquels on allait pouvoir traduire cette dimension partenariale dont on a besoin pour faire du hors-site entre notamment la maîtrise d'œuvre et les entreprises et les industriels. À ce titre, le paramètre principal ou la contrainte, un peu selon comment on voit un petit peu les choses, c'est toutes les dispositions concernant la maîtrise d'ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre. Anciennement, la loi MOP, pour ceux qui pratiquent de la maîtrise d'ouvrage depuis un certain temps, donc la loi de 1985. Aujourd'hui, c'est codifié dans le Code de la commande publique. Donc, souvent, vous pourrez entendre parler du livre 4 du Code de la commande publique, mais on parle des mêmes dispositions. Tout ça a été codifié à droit constant. Ce qu'il faut retenir sur ces dispositions-là, c'est qu'on va avoir un régime qui est assez différent selon le type d'acheteur public. Les acheteurs publics, État, collectivités territoriales, établissements publics, vont avoir un régime assez contraignant. Ils seront soumis à l'ensemble des dispositions de la loi MOP. À l'inverse, on va avoir certains acheteurs, notamment les organismes HLM, qui, eux, seront exonérés d'une partie des dispositions de la loi MOP. Alors, pas la totalité, mais principalement le titre 3, qui sont les dispositions qui concernent la maîtrise d'œuvre privée. Et ça va permettre un certain nombre de souplesses dans les montages ensuite qui seront envisagés. La philosophie de la loi MOP, c'est vraiment de séquencer en étapes bien définies les étapes d'une construction publique, et puis aussi de délimiter clairement l'intervention et le rôle de chacun des intervenants. Ça se traduit notamment par deux principes assez structurants qui sont bien connus. C'est le principe d'indivisibilité de la mission de base du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre a une mission globale et minimum qui doit lui être confiée, et on ne peut pas y déroger en principe. Et puis, le principe de dissociation des missions de maîtrise d'œuvre et de celles d'entrepreneurs, donc des entreprises qui réalisent les travaux. Ça, ce sont les deux grands principes de la loi MOP. Sur cette base-là, on envisage deux types de montages contractuels. Les montages en marché séparé versus les montages en marché globaux, ou pour le dire autrement, les montages avec une maîtrise d'œuvre autonome, ou les montages avec une maîtrise d'œuvre qui va être intégrée au groupement qui réalisera les travaux. Si on s'intéresse d'abord au montage en marché séparé, vous voyez qu'on peut envisager un séquençage assez différent dans la conclusion des marchés. Donc, il va bien y avoir des marchés séparés, un marché de maîtrise d'œuvre, marché de travaux, marché de fourniture, mais qui vont être sélectionnés selon une temporalité qui va pouvoir être différente. Et vous voyez le séquençage à l'écran. On va avoir une consultation des entreprises et des industriels selon les montages de plus en plus tôt dans le processus d'achat, ce qui permet une implication des entreprises et des industriels de plus en plus forte, ce qui peut être intéressant pour les montages, pour les projets hors site. On verra que même en montage loi MOP classique n'empêche pas de faire du hors site, hein, ça a été bien rappelé. Mais en tout cas, voilà, on a cette possibilité de remonter la chaîne du processus d'achat pour sélectionner des entreprises et des industriels le plus tôt possible, et donc les impliquer davantage. Selon les projets hors site, ça peut avoir une vraie valeur ajoutée.
Si on regarde un tout petit peu plus près ces différentes séquences, donc on a la séquence classique loi MOP, où on va avoir une sélection de la maîtrise d'œuvre qui va réaliser tout le processus de conception. Et ensuite, on sélectionnera uniquement à l'issue de la conception les entreprises et les industriels. Ça, c'est le processus classique de la loi MOP. Il n'y a aucune condition particulière pour y recourir. C'est le séquençage de droit commun. Deuxième séquençage, c'est ce qu'on appelle une consultation anticipée sur AVP. C'est-à-dire qu'on va aller consulter les entreprises et les industriels un peu plus tôt dans le process, entre les études de projet et le reste des études. Ça permet de faire intervenir et de tirer parti de l'expertise des entreprises industrielles avant la fin des études de conception. C'est une exception au séquençage classique de la loi MOP, mais c'est une exception légale et explicitement prévue par la réglementation. Et donc qui est parfaitement sécurisée et encadrée. La seule limite, c'est qu'on n'a pas, c'est que la réglementation ne précise pas exactement les cas dans lesquels on peut y recourir. Donc il faut pouvoir, à minima, le justifier de manière objective qu'il y a voilà, un motif technique justifiant l'association des entreprises et des industriels assez tôt dans le processus, ce qui est parfaitement adapté au processus hors site. Donc à notre sens, ce séquençage-là est parfaitement sécurisé pour des projets hors site. Dernier séquençage, c'est ce qu'on appelle la consultation préalable des entreprises. On va, dans ce cas-là, totalement inverser le processus. C'est-à-dire qu'on consulte les entreprises avant même de consulter la maîtrise d'œuvre. Là, on est dans une véritable dérogation au séquençage classique de la loi MOP. En revanche, c'est un séquençage, une exception qui est pratico-pratique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu explicitement par les textes. Donc, c'est là où on attire bien l'attention des maîtres d'ouvrage publics. Attention, attention à ce type de séquençage. Il est parfaitement adapté pour des maîtres d'ouvrage type bailleurs sociaux, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui, eux, ne sont pas du tout soumis au titre 3 des dispositions de la loi MOP, donc qui ont une liberté totale pour organiser ce séquençage-là. En revanche, pour les maîtres d'ouvrage type État, collectivité, établissement public, qui, eux, sont pleinement soumis au principe de la loi MOP, à ce jour, ce type de séquençage paraît encore insuffisamment sécurisé pour le généraliser. Voilà pour les montages en marché séparés. Quelques mots ensuite sur les montages en marché globaux. Ce sera la seconde slide. Donc là, on est sur des montages où en fait, on va réunir dans un même groupement unique les entreprises de travaux et la maîtrise d'œuvre. Il y aura un seul contrat et donc ça permet de retrouver cette dimension partenariale qui est importante. On est cette fois-ci non seulement en dérogation par rapport au principe de la loi MOP, mais également à d'autres principes importants du Code de la commande publique, le principe d'allotissement notamment. C'est pour ça qu'il va y avoir des conditions pour y recourir, et ces conditions, elles vont varier selon différents paramètres. Vous voyez le tableau sur la droite, on a 3 principales portes d'entrée. Selon le type de maître d'ouvrage, à nouveau, on va retrouver les bailleurs sociaux versus les autres maîtres d'ouvrage soumis à la loi MOP, avec une souplesse davantage de souplesse pour les bailleurs sociaux. On va avoir une seconde distinction selon le type de marchés globaux. On s'est intéressé en hors-site notamment à 2 types de marchés globaux, les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance. Selon les cas, les conditions de recours ne sont pas les mêmes. Et enfin, 3e porte d'entrée, selon qu'on est en construction neuve ou en rénovation, les motifs pour recourir aux marchés globaux ne sont pas les mêmes. Pour terminer, parce que je vois que le temps tourne un petit peu, quelques mots juste pour bien distinguer les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance. Marché de conception-réalisation, on va associer, le contrat porte bien son nom, on va associer la maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux dans un contrat unique. Tandis que pour les marchés globaux de performance, on va avoir une mission encore plus étendue, on va retrouver l'association de la conception et de la réalisation, mais on va pouvoir y ajouter l'exploitation et la maintenance. Donc c'est un marché qui a une durée plus longue et qui va permettre de faire des projets hors site à
une condition qui sera la même, quels que soient les bailleurs sociaux, quel que soit le type de projet, c'est d'avoir des objectifs de performance qui sont mesurables. C'est la seule condition permettant de recourir à ces marchés globaux. Donc, il faut que les objectifs de performance justifient de la mission globale, conception, réalisation, exploitation, maintenance. Sur les marchés de conception-réalisation, pour terminer, quelques mots sur les conditions de recours, notamment sur les cas les plus contraints, c'est-à-dire les bailleurs, pas les bailleurs justement, mais les autres maîtres d'ouvrage publics, État, collectivités territoriales. Les motifs de recours sont au nombre de 3. On a un motif historique qui sont des motifs techniques, avec une jurisprudence qui est très sévère et qui ne permet pas à ce jour vraiment de sécuriser des montages en hors-site. En revanche, on a 2 autres conditions qui sont plus récentes et qui peuvent être utiles pour des projets hors-site. En construction neuve, ce serait de pouvoir dépasser les conditions de la réglementation thermique. Ça permet de justifier le recours au marché de conception-réalisation. Et en rénovation, il faut pouvoir justifier d'une amélioration de l'efficacité énergétique par l'association conception et réalisation. Si on arrive à justifier l'un de ces motifs, on peut recourir à ce type de marché global. Voilà, de manière très succincte, et j'espère ne pas trop vous avoir perdu, sur le cadre juridique des contrats pour faire du hors-site dans le champ de la commande publique. Pauline, peut-être que je rajoute juste un point, c'est le dépassement de la réglementation thermique pour les maîtres d'ouvrage, donc hors bailleurs sociaux. Si vous arrivez à montrer que vous allez dépasser la réglementation thermique, donc aujourd'hui on est en RE 2025, si vous arrivez à montrer que votre projet est en RE 2028, vous dépassez la réglementation thermique et il est possible pour vous de faire de la conception-réalisation. Et c'est pas mal parce qu'en fait, les projets hors site sont des projets qui sont en général très bons en réglementation thermique. Et quand on passe des marchés, on arrive aujourd'hui déjà à la RE 2028 avec du procédé hors site. Donc souvent, vous avez la possibilité de faire du conception-réalisation si vous le souhaitez, évidemment. Pour les maîtres d'ouvrage publics hors les bailleurs sociaux, oui, de toute façon, mais pour les collectivités ou l'État ou les établissements publics, vous pouvez le faire. Et il faut bien démontrer que vous dépassez la réglementation thermique en vigueur, c'est-à-dire RE 28 aujourd'hui. Tout à fait. Très bien, merci Pauline pour cette présentation globale de toutes les typologies possibles et Guillaume pour les ajouts. On va maintenant rentrer plus en détail dans certaines typologies de contrats avec des illustrations de projets concrets qui ont été réalisés avec des acteurs qui ont travaillé dessus. Donc ça va me permettre de voir un peu plus près ce que c'est et puis les avantages de chaque consultation sur chaque projet. On va partir sur la loi MOP avec consultation classique avec Guillaume. Oui, pardon, je remettais mon micro. Donc, effectivement, un premier exemple qui est très classique, puisqu'en fait, il s'agit de faire du hors-site en confiant une mission à un architecte. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, c'est nous qui avons développé ce projet dans le cadre d'un concours qui a été gagné pour un bailleur qui s'appelle Polylogie. Voilà, c'est un projet qui est situé à Levallois. Et ce bailleur est très engagé sur la démarche de construction en site. Et voilà, nous avait demandé, en tout cas à toutes les équipes qui ont répondu, de proposer une version de hors site. On est dans un tissu urbain dense, vous voyez, c'est une dent creuse, donc le projet se situe là au milieu des 2 bâtiments. Merci. Léa, donc voilà un peu quelques éléments de métrique. 28 logements sociaux, on est sur à peu près une équivalent de pension de famille, voilà. Donc des logements petits, de type T1 avec des parties communes. Et donc voilà, ces incitations pour utiliser la construction hors site. Vous voyez, la forme de la parcelle elle est un peu complexe. Sous l'espèce de portique, il y a un accès qui est dédié pour le voisin. Voilà, et le bâtiment qui est là, qui était dans un état très abîmé, on va dire très dégradé, qui est démoli pour pouvoir reconstruire le nouveau projet. On passe peut-être à la slide suivante.
Donc voilà, nous, comment on procède, on va dire, sur ces éléments-là. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Guillaume Baumgartner et par différents intervenants. La question du hors-site, c'est pour nous de faire très attention de ne pas être dans une logique systématique et une logique industrielle. On fait du hors-site, mais on fait du cas par cas parce que la construction reste quand même du cas par cas. Il n'empêche que on essaye de travailler avec des éléments industriels. Et donc, c'est cet ajustement des curseurs qui nous intéresse et qui fait que on va choisir le bon système de hors-site en fonction du projet. Voilà. Et donc, sur ce projet-là, il avait été évoqué pendant un moment, par exemple, l'idée de faire du 3D. Vous avez vu la forme de la parcelle, ça s'y prête pas du tout. On a 28 logements, donc il n'y a pas tellement d'échelle, et on est sur une hauteur de R+4 plus attique. Voilà, donc ça s'y prête pas. Et donc en fait, on met comme ça un certain nombre de paramètres qui sont illustrés là sur le côté. Donc par exemple la hauteur, la répétitivité, 28 logements, quelles sont les ambitions bio ou géosourcées et ou géosourcées, quelles sont les attentes en termes de matérialité, voilà, est-ce qu'on est dans le contexte d'une ZAC, est-ce qu'on est dans le contexte d'une ville qui regarde beaucoup ses projets, et là on est plutôt sur la deuxième partie sur lequel il y avait une demande de pierre, en tout cas de minéralité, avec de la pierre agrafée qui se fait beaucoup à Levallois. Et un enjeu, une attente qui n'était pas explicite, mais qui était, comment dire, qui a été valorisée par la ville et qui a été bien appréciée par la ville, qui est de dire on va travailler à la réduction des délais et des nuisances du chantier. Donc ça, c'est des paramètres qui nous permettent de dire en fait vers quel système hors site on va pouvoir orienter les choses. Si on passe à la slide suivante, donc on voit, je crois, la proposition, voilà ce qu'on a proposé comme système. C'est un hors-site hybride, voilà. On n'est pas sur quelque chose de très systématique, on est sur un mélange de différentes solutions. D'abord, on part du système constructif. On est sur un système constructif potodal, industrialisé, voilà, donc qui est préfabriqué en atelier, qui est un système qui est déjà pensé en amont, sur lequel on va se caler sur un certain nombre de trames. Deuxième élément en termes de matérialité, on a de la pierre massive sur le socle au niveau de la rue, et puis ensuite sur les façades dans les étages, on est sur de la FOB, façade ossature bois, avec un béton de chambre, pardon, qui fait à la fois l'isolant et sur lequel on vient mettre un enduit chaussable. Donc l'enduit sera fait sur site. Par contre, les murs FOB, donc bois, béton de chanvre, avec menuiserie, serrurerie, en tout cas le plus possible d'éléments de finition, eux sont préparés en atelier. En complément de ça, on a 28 logements à peu près identiques, donc on travaille avec des salles de bain préfa qui là aussi ont été, donc qui sont vraiment les éléments les plus industrialisés, on va dire, du projet, puisque ça, c'est des éléments qu'on achète sur catalogue et sur lequel on vient ensuite paramétrer les finitions. Remontrer ça, c'était pour montrer un petit peu comment on vient piocher dans les différents systèmes, mais qui ont déjà été présentés rapidement tout à l'heure par Léa. Donc, je vais peut-être passer rapidement, 1D, 2D, 3D et composants non structurels. Et terminer sur cette frise qui est vraiment un peu de notre, on va dire, manière d'avancer sur les projets. On retrouve cette idée, donc on part de gauche à droite, en haut à gauche d'abord du contexte. Voilà, qu'est-ce que c'est? Dans quelle situation on intervient? C'est pas parce qu'on fait du hors-site qu'on doit être hors-sol. Ça a été dit, c'est le thème de l'exposition et c'est très important. Donc voilà, où est-ce qu'on est, de quoi on parle, quel est le projet, contexte, ressources, voilà, quels sont les matériaux disponibles à proximité, quels sont aussi les savoir-faire, les ressources humaines, voilà. Et à partir de ces éléments-là, on va adresser une conception en choisissant et en adressant les différents systèmes. Donc, c'est pour montrer que ça peut se faire vraiment totalement dans une cadre de loi MOP. Il suffit d'aller ensuite chercher en fait les systèmes qui sont
le plus adapté, qu'on estime le plus adapté à chaque projet. Donc voilà, choix sur les modes constructifs, choix sur la conception. Donc ça implique quand même des trames, ça implique aussi voilà, un dessin qui est spécifique. Et tout l'objectif, c'est d'avoir à la fin un projet qui soit intégré, qui soit qualitatif et qui réponde aux attentes des différents partenaires du projet. Je passe la parole, je crois, après à Pierre Polo. Ouais. Peut-être savoir s'il y a des questions dans le chat là, sur cette typologie de contrat, sur ce projet-là. Alors, je n'ai pas accès directement. Guillaume a une question. Ah, j'ai plein de questions pour Guillaume à chaque fois, moi, mais je ne sais pas si je suis le bon intervenant pour poser les questions. Mais pour toi, Guillaume, est-ce que dans le programme qui avait été lancé, c'était déjà hors site ou pas? Première question, est-ce qu'on pouvait répondre en traditionnel? Et deuxième question, pourquoi, à ton avis, la loi MOP était, alors je pense avoir la réponse, mais pourquoi la loi MOP pour toi était une bonne procédure ou un bon contrat, pardon, dans ce type de projet? Excellente question au pluriel, merci. Alors, pour le premier, premiers éléments, c'était incité, c'est-à-dire c'était souhaité, c'était attendu de travailler sur le hors-site, mais c'était pas fléché. On a eu des projets sur lesquels on disait il faut faire du 3D, il faut faire ça. Ça, c'est assez dangereux parce qu'en fait, on a quand même un risque de pas choisir le bon système pour le projet, parce que choisir un système sur étagère sans l'avoir confronté à une parcelle, à des métriques, ça peut être compliqué et ça peut faire des mauvaises réponses. Voilà. C'est comme le bon matériau au bon endroit, il faut choisir le bon hors-site au bon endroit. Sur la question de pourquoi effectivement la loi MOP est plus adaptée, c'est très intéressant. Je pense que dans ce type de projet sur lequel on n'a pas, comment dire, une réflexion préalable, et ça fera un petit peu l'introduction pour les autres solutions qui peuvent être proposées, qui est une réflexion qui est un peu plus globalisée sur différents projets. Là, on arrive sur un projet, on ne dit pas il va y avoir 5 projets, 10 projets, voilà. Et donc, il faut arriver à travailler avec le système hors site au cas par cas. Voilà. Et donc, la loi MOP donne cette souplesse à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir aller avec l'architecte creuser différents systèmes et explorer voilà, différents systèmes. Ça permet aussi, dans le cadre d'un allotissement, on en reparlera probablement après, de pouvoir intégrer des systèmes hors site. On parlait des salles de bain, on a parlé des murs préfa, et nous, ça nous permet de bien définir voilà, toutes les limites de prestation. Si on prend les murs préfa, qui va les fabriquer, qui va les poser, qui va les enduire, etc. Voilà, donc ça donne plus de souplesse globalement pour faire une synthèse, et ça permet d'être plus adaptable, il me semble, sur ces projets comme ça, plus spécifiques. Très bien. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat. Vous voulez qu'on réponde? Est-ce qu'il y avait un ATMO aux côtés du MOA? Comment le programme incitait-il au hors-site? J'ai cru voir passer dans les personnes qui écoutent des gens de chez Hors-Site Conseil qui ont travaillé, pas spécifiquement sur ce projet, mais de manière un petit peu globale avec ce bailleur. Donc, il n'y avait pas un ATMO ou un AMO même spécifique sur l'opération, mais il y avait plutôt une vision un peu plus générale, et donc une orientation un peu globale vers le hors-site qui avait été décidée. Je réponds à toutes les questions Oui, à l'oral? Ouais. Ouais. OK. Merci. Pour ce projet de Levallois, des entreprises ont-elles été sourcées en phase conception, et cela a-t-il influencé la conception? Alors, moi, je distingue entreprise, c'est-à-dire celui qui va intervenir sur le chantier, de ce qu'on appelle l'industriel, ou en tout cas le hors-site, c'est-à-dire celui qui est dans l'atelier.
Les entreprises, on n'en a pas particulièrement sourcé. On a sourcé plutôt des fabricants, donc sur la pierre, sur les salles de bain et sur les murs béton de chambre. Voilà. Et ensuite, on a fabriqué les mariages autour de ces produits-là pour avoir la pose et la bonne mise en œuvre. Tous ont quand même dans leur écosystème des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir mettre en œuvre. Donc, on arrive à trouver. Après, il faut ajuster en fonction du projet, quoi. La préfabrication de façade est une pratique assez ancienne et classique. Comment travaillez-vous en amont les corps d'état techniques CVC avec le SOE? Je ne sais pas ce que c'est, pardon, le SOE et Maître d'œuvre, MOE, je pense. MOE. Ok, bon, c'est une faute de frappe. Est une simple fiche, une fiche d'interface ou une nouvelle répartition entre entreprises au moment des allotissements. C'est très intéressant, en fait, c'est toute la question des limites de prestations, là, je pense qui est soulevée avec ça. Donc, ça s'est posé là sur les façades, sur les lots techniques, et je vois que derrière, il y a une question sur. Alors, les salles de bain préfet, on répondra après. Donc, la question des limites de prestations, nous, on les travaille au moment, on va dire, de l'écriture des lots, globalement, et ensuite dans le cadre de la mise au point du marché pour vraiment ajuster les choses. Et on travaille avec un OPC sur ce projet qui nous accompagne et qu'on fait intervenir dès la fin, on va dire, du DCE. Pas tellement sur la conception, mais sur les sujets d'allotissement, avec notamment des allotissements qui sont sortis pour les installations pour éviter le traditionnel maçon, etc. Donc voilà, il y a toute une écriture. Je ne vais peut-être pas détailler là, c'est pas l'objet, mais en tout cas, voilà, ça se travaille à ce moment-là. Les salles de bain préfa sont choisies sur catalogue. Oui, le MOA avait un contrat cadre en amont avec le fabricant pour l'interrogation. Non. Mais il se trouve que, de ce que je comprends, il y a quelque chose de ce type-là qui est en train de se mettre en place. Donc, il n'y avait pas de contrat cadre pour ce projet précis, mais c'est probablement en train de se mettre en place entre cette maîtrise d'ouvrage et un fabricant. Voilà. Et on est en train de bénéficier un petit peu des négociations financières dans ce cadre-là pour essayer d'améliorer les prestations de nos salles de bain, voilà, pour être tout à fait transparent. La consultation travaux a-t-elle été lancée en alloti, macro-lot ou EG? On l'a lancé en lot classique, en allotissement classique. Simplement, on a retravaillé le périmètre des lots. Donc ça, c'est aussi peut-être un des éléments intéressants pour dire, bah oui, on fait du hors-site, mais c'est pas les mêmes prestations. Comment on écrit les lots? C'est vrai que c'est pas les mêmes limites de prestations, donc c'est là où il faut être bien accompagné par des gens sachant techniquement. Par contre, on peut tout à fait faire rentrer du hors-site dans des lots. Voilà. Et donc, c'est là où il faut avoir une écriture un peu fine. Donc, nous, on est en corps d'état séparé, on a un OPC et voilà, et on travaille tout le projet avec les différents intervenants et on a décrit toutes ces limites de prestations et le qui fait quoi et quand. Notamment les salles de bain par rapport aux grosses œuvres. La consultation, donc ça c'est fait. Seconde œuvre, SOE, seconde œuvre, pardon. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être avancer et puis on répondra ensuite s'il y a encore d'autres questions qui arrivent. J'espère avoir répondu, voilà. Juste Léa, il y a des typologies de macrolo qui sont dans le guide, à la fin du guide, page 38, Oui. pour ceux que ça intéresse. En fonction si c'est du 3D ou du 2D d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait les mêmes macros. Exactement, voilà, en fonction des systèmes constructifs, ça change. Je passe la parole à Pierre Polo, du coup. Exactement. Merci. Ouais. Bien. Donc, je vais vous parler de la loi MOP avec consultation sur AVP, sur la base d'un exemple qu'on a piloté donc, chez 3F. C'est une variante effectivement que nous permet effectivement la commande publique, hein, donc ça existait avant qu'on parle de hors-site, mais qui n'était pas forcément utilisé. Le hors-site, évidemment, se prête bien à ce type de commande puisqu'il permet de faire travailler les acteurs beaucoup plus tôt, on va le voir dans le déroulé. Il nécessite forcément, mais comme le disait Guillaume tout à l'heure, dès la consultation,
de dire qu'on allait faire du hors-site. C'est-à-dire que dans cette consultation, donc sur le programme que je vais évoquer avec vous, on avait précisé qu'on souhaitait faire cette opération donc, avec des éléments hors site, sans préciser lesquels. Ça, je pense que c'est important, et je rejoins la Guillaume aussi sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer un système constructif, il faut demander à ce qu'on l'utilise. Et pour l'utiliser, la consultation sur AVP a cet avantage, c'est qu'elle permet d'anticiper évidemment la consultation des entreprises et donc de travailler, je dirais, de façon concourante entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises et la maîtrise d'ouvrage. Donc, sur ce petit déroulé, avant que je vous présente l'opération, on a la loi MOP classique que vous connaissez tous, et puis la loi MOP avec consultation anticipée sur AVP. Donc, on fait l'appel d'offres sur la base d'un APD, donc au moment du permis de construire d'ailleurs déposé. Donc, ça veut dire que au niveau, je dirais, du dessin de la proposition architecturale, en fait, on a des choses qui sont déjà très arrêtées, mais ce qui n'empêche pas pour autant de travailler beaucoup d'éléments dans les phases de développement de projet avec les entreprises. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, ce projet, c'est un projet qui est à Paris, dans le 18e arrondissement. C'est un projet de 53 logements sociaux avec 3 locaux d'activité. Donc, c'est dans une ZAC qui s'appelle Chapelle-Charbon, du nom des anciennes installations qu'il y avait sur cette emprise industrielle. Donc, où on avait effectivement demandé, dans le cadre de la consultation, qui est des éléments hors site. Raphaël Gabrion, l'architecte, a été retenu à l'issue d'un concours traditionnel d'architecture qu'on a réalisé donc avec la ville de Paris et qui nous a proposé le projet que vous voyez là, qui est le premier projet qui est actuellement en cours de construction avec des éléments hors site sur lesquels je reviendrai. On passe. Alors, qu'est-ce qui change avec une consultation sur AVP? Évidemment, ça demande plus de travail. J'irai un peu de toutes les parties. De façon générale, c'est que la consultation sur AVP, ça fait monter en compétence, je dirais, tous les acteurs. C'est ce que j'aime bien dans ce type de consultation. C'est qu'on monte en compétence côté maîtrise d'ouvrage, on monte en compétence côté maîtrise d'œuvre et évidemment côté entreprise. Et on verra les conséquences que ça a. Donc, ça demande un AVP détaillé avec des entreprises qui doivent avoir le bon niveau de connaissance pour proposer un juste prix. Donc, il faut avoir un choix d'entreprise qui soit évidemment pertinent. Un temps de négociation plus long. Donc, on revient toujours à ce sujet-là quand on parle de hors-site, c'est-à-dire que le temps amont de conception est plus important que le temps aval de réalisation qui se raccourcit. Une phase pro qui intègre donc des spécificités de l'offre qui sera classée première et j'y reviendrai. Donc les critères de réussite qui sont extrêmement importants à prendre en compte, c'est d'avoir une maîtrise d'œuvre, de faire le choix d'une maîtrise d'œuvre qui maîtrise l'aspect technique de son projet et qui est capable de développer des détails importants pour cadrer son projet, éviter toute dérive. Ça nécessite de réaliser un sourcing important, donc le sourcing est aujourd'hui possible et c'est tant mieux. Je crois qu'avant, il se faisait de façon plus ou moins masquée. Les maîtres d'œuvre étaient les premiers à faire du sourcing sans forcément nous le dire à nous, maîtres d'ouvrage. Mais évidemment que c'est important d'aller rechercher les entreprises, les partenaires qui sont pertinents sur les sujets demandés. Donc, il faut mobiliser en amont les entreprises qui ont la capacité de répondre avec des solutions techniques fiables. Et évidemment, comme ça demande du travail, ce que je disais tout à l'heure, il faut indemniser évidemment tous les acteurs. On ne peut pas faire travailler ces gens-là gratuitement, évidemment. Donc, on indemnise plus l'architecte, évidemment. On indemnise également les entreprises qui répondent. On va passer l'image suivante. Merci. Alors bon, le diagramme est un peu complexe à lire. Il se lit de gauche à droite, et ensuite on descend et on repart à gauche, et puis ensuite on descend et on repart à droite. Donc, vous connaissez la publication sur le DCE, ça c'est classique, mais avec les précisions qu'on attend dans ce projet. Donc, il y a une première proposition des entreprises qui est faite sur la base donc, de l'APD détaillée. Ensuite, suite à cette première proposition,
le maître d'œuvre. Alors, je précise bien qu'avant, on a retenu X entreprises qui nous ont paru les plus pertinentes sur la base de leurs références. Donc, une fois qu'on les a retenus, donc, ils nous répondent sur le projet AVP. Le maître d'œuvre nous remet son rapport et ensuite, on entame une séance de dialogue avec en l'occurrence, là, je crois qu'il y avait 3 entreprises avec lesquelles on dialogue pour répondre à des questions, pour soulever des questions par rapport à leurs propositions. À l'issue de cette audition, on corrige le dossier de consultation en ajoutant les modifications qui sont apparues lors des auditions. Et donc, on arrive ensuite à une deuxième proposition des entreprises sur laquelle le maître d'œuvre nous fait à nouveau un rapport. Et ensuite, on peut entamer une deuxième séance de dialogue, voire une troisième séance de dialogue, si on n'a pas totalement atterri sur tous les sujets qui nous intéressent. Une fois le deuxième dialogue, en l'occurrence en ce qui nous concerne, on a une remise d'offres ferme et définitive sur laquelle le maître d'œuvre nous reproduit donc un rapport d'analyse et de négociation qui nous permet d'attribuer le marché. Et ensuite, on passe à la phase de mise au point du marché, au stade pro. Donc, en fait, ce que vous avez vu là, c'est que finalement, le pro, il se réalise avec les entreprises pendant tout ce déroulé. Et ensuite, une fois que le dossier pro est définitif, on signe le dossier marché et l'OS. Donc, voilà comment se déroule une loi MOP avec consultation sur AVP. On voit effectivement que ça demande un travail quand même assez important, puisque là où d'habitude le maître d'œuvre fait un rapport, là il en fait 2, voire 3. C'est pour ça qu'on le rémunère. Et on fait travailler évidemment les entreprises à toutes ces phases. On va passer à la diapo suivante. J'aurai sans doute des questions. Donc, il y a une première phase donc, de candidature qui est importante, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, le critère premier, donc, c'est des références sur des marchés similaires appréciés au regard des sous-critères pondérés. Je ne vais pas revenir, mais bon, sur chacun des sous-critères, mais ça demande effectivement des qualifications d'entreprises structurées avec des références dans des marchés similaires ou équivalents. Le sujet du hors-site est évidemment en première ligne, mais également tout ce qui est réemploi, parce que dans tous nos marchés, je crois que beaucoup de maîtres d'ouvrage, en tout cas publics aujourd'hui, intègrent systématiquement le réemploi dans leur marché, mais là, encore plus. Un critère 2, c'est les moyens humains, les compétences techniques, sur la base de 30%. Après, si on regarde les sous-critères pondérés suivants, les moyens humains et les compétences techniques. Et enfin, critère 3, 20%, la capacité économique et financière. Donc ça, c'est pour la phase candidature. Bon, finalement, c'est assez classique. Pour la phase d'offre, le critère 1, ça reste le prix à 60%, ce qui est assez classique dans tous nos marchés en dehors même des lois MOP sur AVP. Nos lois MOP sont sur 60% le prix et 40% pour tout le reste, dont 20% pour les solutions techniques pour réaliser le chantier qui garantissent la qualité des prestations sur le chantier, donc qui ensuite se définissent dans les sous-critères suivants que je ne vais peut-être pas développer là parce que je serai trop long. Le critère 3, c'est la démarche qualité proposée, 10%. Le critère 4, c'est l'organisation du chantier et les moyens humains affectés spécifiquement au chantier, 10%. On passe à la diapositive suivante. Donc, sur ce chantier, on a vu dans la définition tout à l'heure qu'on était tout à fait polyglotte, œcuménique, hybride, etc. Dans ce projet, on l'est également. Je pense que le hors-site doit vraiment s'adapter à chacun des projets. Chaque projet reste un prototype quand on fait du hors-site. Et donc, on doit s'adapter avec les composants qu'on a sur le marché et qu'il faut favoriser. Donc, dans ce chantier, on a de la pierre de taille qu'on peut considérer comme du hors-site d'une certaine façon, puisque finalement, ce sont des éléments découpés, taillés, assemblés sur site. Un objectif de RE 2028 sur cette opération avec un pourcentage de hors-site de 40%. Voilà ce qui était fixé. Donc, on a un système qui est en pot-au-poutre sur ce chantier
On a des prémurs qui sont donc à ossature bois avec occultation intégrée, pardon, des prémurs, d'une part, des façades à ossature bois avec menuiserie extérieure et occultation intégrée, des prédales, on a des coursives avec des volets d'escalier, des gaineux d'essence-usage, donc qui sont des composants non structurels qu'on vient donc rapporter. Et en 3D, on a une spécificité particulière sur ce projet, puisque sur l'image, vous le voyez, vous l'avez vu tout à l'heure, on a des beaux windows qui sont donc assemblés en atelier, à la fois chez le fabricant, chez le charpentier finalement, qui fait la charpente du beau window, le menuisier qui intègre ces fenêtres dans cette charpente de beau window, et le serrurier qui vient au sec, assis sur une chaise, poser ses garde-corps sans être au 5e étage. Vous voyez donc les qualités que permet aussi la réalisation hors site pour l'ensemble des ouvriers, des compagnons qui travaillent sur le hors site. Image suivante. Je pense qu'on a terminé pour cette partie. Voilà. On va peut-être passer aux questions s'il y en a dans le chat. Ouais. Est-ce qu'il y en a? Alors, effectivement, le marché a été attribué. Donc, je crois que j'ai dit que l'architecte était Raphaël Gabrion. Et le marché a été attribué à une entreprise générale. On l'a passé en entreprise générale. C'est Bouygues qui a été retenu. Il y a une compétition qui a été tout à fait exemplaire. Vraiment, l'ensemble des entreprises ont retenu, ont joué le jeu. Ça s'est joué à peu de choses. Et on est très satisfait. Là, le chantier a bien démarré. L'entreprise générale me semble être effectivement quand même la solution la mieux adaptée, même si je sais bien que l'allotissement est la solution par défaut. Mais il me semble que l'entreprise générale, alors pour des sujets de ce type-là, donc d'une dimension suffisante, c'est-à-dire que je pense qu'une consultation sur AVP nécessite, vu l'investissement qu'on met en études, d'avoir une opération d'une envergure ou qui se veut spécialement exemplaire dans le cas d'opérations pilotes qu'on peut réaliser, parce que c'est des opérations quand même qui sont plus lourdes évidemment à monter. L'entreprise générale me semble a priori la solution là, quand même la plus efficace, parce que vous voyez la consultation sur AVP, s'il fallait consulter l'ensemble des corps d'État et faire ces allers-retours à chacune des phases, je pense que ce serait totalement chronophage et je pense très difficile à gérer. Je pense qu'il y a une solution qui serait peut-être intermédiaire, ce serait le macro-lot. On pourrait éventuellement l'envisager en macro-lot, mais ce serait quand même assez lourd, donc avec un pilotage très renforcé de l'entreprise du macro-lot le plus important, quoi. Donc je pense que ça reste plutôt, il faut plutôt favoriser, en tout cas, moi je conseillerais pour une première fois, en tout cas, de favoriser l'entreprise générale pour ce type de consultation. Alors, il y a aussi tout un travail qui nous a permis, je pense que la consultation sur AVP, c'est d'en amont, adresser très tôt les sous-traitants pressentis. Je pense que c'est un sujet qui est hyper important. C'est dans le sourcing dont parlait tout à l'heure Guillaume, là, dans cette consultation sur AVP, c'est que l'entreprise générale nous adresse très vite les sous-traitants qu'elle compte faire travailler, qui nous permettent déjà, et ça répond un peu à la question sur les corps d'État, ça nous permet quand même déjà de commencer à travailler avec le sous-traitant qui va faire, par exemple, les beaux windows et s'assurer que voilà, ça fonctionne bien. Il faut savoir que sur cette opération, on a pu vraiment optimiser le système constructif, diminuer un certain nombre de poteaux qui avaient été envisagés pour améliorer le bilan à la fois technique et financier de l'opération. Ça a été vraiment une façon de vraiment d'optimiser aussi techniquement le projet. Ok, je pense qu'on va peut-être devoir avancer vu le délai qui est assez serré. Et puis on essaiera de revenir sur les questions si on a le temps à la fin.
Donc sur la partie conception-réalisation avec Amélia. Ouais, je vais vous parler du coup de la conception-réalisation où, comme on l'a vu tout à l'heure, le maître d'ouvrage choisit un groupement à la fois de concepteurs et de réalisateurs. Le projet dont je vous parle est réalisé et livré. Le maître d'ouvrage est Teralia. Tu peux passer, je pense, à la slide suivante. Le projet se situait dans une ZAC à Chanteloup-en-Brie, aménagée par les Pamardes. L'objectif du maître d'ouvrage était de faire un projet B-Cube, donc BIM, bois, BPOS. Et c'est ces enjeux-là qui ont conduit la réponse des différents groupements. Le pouvoir adjudicateur était bien Teralia, mais c'est adjoint les services d'un jury avec à la fois le maître d'ouvrage, à la fois des représentants qualifiés de maître d'œuvre, 4 personnes, la ville de Chanteloup avec 2 représentants et les Pamardes aménageurs avec 2 représentants. Et donc c'est le mode opératoire classique d'un conception-réalisation sur concours pour une construction neuve. Et donc, il y a eu des projets présentés par les candidats, une audition et un classement suivant des critères du règlement de consultation. Avec une prime à l'époque, donc ça date de 2016, c'est presque 10 ans, de 15 000 € par équipe. Ce projet-là n'était pas explicitement hors site, mais en cumulant finalement le BIM, le bois, le BPOS, la réponse assez naturelle comprenait du hors site. L'équipe qui a œuvré sur cette opération, du coup, était avec un architecte mandataire, Semeyo, ex Dauphren Le Garec. L'ingénierie, donc c'était Scoping et Etamine. Pour toute la partie technique, performance thermique, énergétique et environnementale. Et l'entreprise générale était Lifteam. Lifteam, qui est une entreprise générale plutôt modeste et dont le cœur de métier est le bois et notamment un procédé breveté de dalle opportune qu'elle avait. Et donc, on a eu la chance de remporter ce projet. Si tu passes à la slide suivante, avec une infrastructure, parce qu'il y a des parkings enterrés, donc il y a aussi du béton, avec le bon matériau au bon endroit. Et par contre, une partie du rez-de-chaussée et l'ensemble des élévations est avec un système mixte justement de plancher bois mixte et de façade à ossature bois, avec OSB, isolation minérale, liaisonnement, étanchéité, et évidemment des détails de construction qui ont été très soignés au moment des études. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est l'intérieur du logement, et c'est quelque chose c'est une valeur immatérielle, mais quand même la qualité et les matériaux naturels que l'on peut retrouver à l'intérieur de l'habitat ou d'autres équipements par l'utilisation de matériaux biosourcés et ou géosourcés, et quand même c'est significatif et je pense change la vie des personnes qui y habitent. Sur la méthodologie de pose, du coup, il y avait un séquençage évidemment entre les murs, les planchers et des contrôles qualité beaucoup plus renforcés que d'habitude. Cette entreprise étant plutôt modeste, il y a eu une très forte implication de la maîtrise d'œuvre pour l'accompagner dans la définition, l'intégration des éléments techniques en intérieur et sur le suivi de chantier et la coordination avec les autres lots à l'extérieur, notamment le gros œuvre et les aménagements extérieurs. Et l'objectif était effectivement de pousser la préfabrication pour limiter les nuisances et sécuriser la qualité d'exécution. Ce concours, nous l'avons gagné à fin 2016 et nous avons livré le programme en 2020, une année assez particulière pour nous tous. Et je rejoins ce qui a été dit, c'est que dans le temps d'étude finalement était plus long que le temps de chantier. Néanmoins, le temps de chantier était peut-être un tout petit peu plus court qu'un chantier traditionnel, mais pas tant que ça, notamment lié à l'infrastructure gros œuvre. Donc voilà le témoignage que je pouvais apporter sur cette conception-réalisation en essayant de ne pas être trop longue, sans pouvoir rattraper le temps, mais
En tout cas, de ne pas en dépenser trop. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Amélia. On va peut-être regarder rapidement s'il y a une question dans le chat. On va peut-être en prendre une seule. Est-ce qu'il y en a une Est-ce que ça te concernait? Je pense qu'on peut passer à la suite. Et la question, c'est des contours administratifs des missions des autres prestataires intellectuels. C'est posé là, qui est intéressante, je pense qu'on peut. Oui. Est-ce que le J'ai pas la guide réponse, qui mais traite Le les guide- contours administratifs des missions des autres prestataires intellectuels tels que le CSPS, Bureau de contrôle, OPC, et même obligation pour l'insertion sociale? peut-être que Alors, Guillaume Alors, sait y le répondre. guide ne Ouais. parle pas forcément de ça, sauf sur le bureau de contrôle, en fait, ce qui est quand même intéressant hors site. Alors, c'est pareil, en avance de phase, de faire travailler des bureaux de contrôle. Alors, les bureaux de contrôle, pour que, au moment de la conception, ils puissent valider des procédés, mais dans ces cas-là, ils seront en rôle d'AMO. Mais c'est très intéressant et on le fait beaucoup, on le voit beaucoup, des bureaux de contrôle qui sont là en tant qu'AMO pour valider au départ et ensuite ils feront leur boulot de bureau de contrôle, mais simplement ils auront déjà validé au niveau de la conception les procédés constructifs. Et ça, c'est intéressant, notamment quand vous avez des ATEX, par exemple, bah, il faut s'assurer que tout est OK. Voilà, donc faire travailler des bureaux de contrôle en amont, c'est pas idiot. Alors, ils sont pas forcément pour. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas parce que bah, au niveau de la conception, au niveau du montage du dossier et de la conception, bah, ils ont donné des avis, ce sera difficile pour eux de revenir dessus. Ok. Merci Guillaume. Je pense qu'on va continuer, c'est vrai que le temps compte là. Simplement, je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, donc on va peut-être juste finir la présentation. Ceux qui peuvent, on peut peut-être prolonger jusqu'à 12h30 pour prendre les autres questions, essayer de répondre à tout le monde. Sinon, on le répondra par email. Et puis je pense que ça revient bien sur le sujet qu'on avait souligné, qui était qu'il faut passer plus de temps sur chaque contrat, que ça soulève beaucoup de questions et qu'on va organiser d'autres webinaires spécifiquement sur chaque typologie de contrat avec différents projets. Et on aura un peu plus de temps de se poser sur chaque chose et répondre vraiment à l'ensemble des questions à venir. Je te laisse, tu peux continuer Guillaume sur la partie accord cadre assez brièvement sur ces parties-là. Oui, assez brièvement, on a fait un petit focus sur les accords cadres. Pourquoi? Parce que quand on dit hors site, on parle aussi un peu d'industrialisation et donc de potentiellement faire plusieurs projets. Et donc l'accord cadre, hein, c'est inspiré des marchés à bon de commande français au départ. Ça a été consacré en 2004 en droit communautaire et puis réintégré en interne en France par le Code de la commande publique en 2006. Il n'y a pas de condition de recours pour l'accord cadre, mais évidemment, on fait des accords cadres c'est peu adapté, on va dire, quand il n'y a qu'une unité fonctionnelle. Et là, c'est un projet, donc un gros projet qui a été réalisé par l'USH des Pays de la Loire, où il y avait la réalisation, la rénovation, parce qu'on a beaucoup parlé de construction, mais le hors-site aussi est très adapté à la rénovation. Et donc, c'était la rénovation de de 1458 logements avec plusieurs bailleurs. Donc, accord cadre avec des marchés subséquents par bailleur. Donc, chaque bailleur était maître chez lui, évidemment. On parle de bailleurs sociaux, hein. Et donc, chaque bailleur avait son opération et gérait son propre marché subséquent. Donc, en fait, l'accord cadre donc là, c'est un projet en conception-réalisation, mais on voit aussi beaucoup d'accords cadres de maîtrise d'œuvre d'une part et d'entreprise d'autre part. Donc, ça ne change rien. Soit vous faites de la conception-réalisation, soit vous faites du classique avec accord cadre maîtrise d'œuvre et accord cadre entreprise. Ça marche très bien. Donc, c'est quand on a des besoins récurrents et étalés dans le temps, vous faites une opération multisite et donc, voilà, vous procédez à des accords cadres avec bon de commande ou marché subséquent. Vous pouvez aussi acheter de la fourniture. Guillaume parlait de salle de bain préfabriquée. On voit aussi beaucoup d'accords cadres de fourniture. Ça permet aussi de sécuriser les délais parce qu'on a fait une grosse procédure au début pour sélectionner un ou plus. Il peut être mono ou multi-attributaire, l'accord cadre.
Et donc, une fois qu'on a sélectionné les entreprises, les maîtres d'œuvre et des entreprises, eh bien ensuite, il suffit de lancer des marchés à bon de commande ou des marchés subséquents et on sécurise fortement les délais parce que c'est rapide. Les entreprises ont déjà été choisies sur des projets particuliers. Et puis, ça permet de flexibiliser, pardon, la commande, puisque, comme vous le savez, en accord cadre, on est obligé de mettre un montant maximum, mais il n'y a pas de montant minimum, et donc bah, vous achetez au fur et à mesure de vos besoins. Ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même avoir des besoins et montrer aux entreprises que vous avez des besoins. Rien de pire, et on le voit, des accords cadres où vous ne savez pas ce que vous voulez faire exactement. Et l'accord cadre dure, il peut durer jusqu'à 4 ans, hein, c'est le maximum. Et bah, l'accord cadre dure, vous avez des entreprises qui ont été sélectionnées, mais rien ne tombe. Et puis du coup, le moment où ça tombe, c'est 2 ans après, bah, elles sont plus prêtes, elles sont passées à autre chose. Et donc ça ne marche pas. Donc l'accord cadre, c'est très bien, mais il faut d'abord avoir des besoins et puis s'assurer qu'on ait des besoins récurrents. Voilà. Et puis pour le reste, que ce soit conception, réalisation, MOB classique, consultation sur AVP, tout ça, ça ne change rien. Voilà. Et vous en avez de plus en plus des accords cadres. Très bien, merci. Pour être très rapide. On va passer à la consultation préalable des entreprises avec Pierre. Tu nous entends, Pierre? Pierre, Oui, ton micro est c'est bon, coupé. c'est bon, Ouais. c'est bon. Me voilà. Donc, consultation préalable des entreprises. Donc, c'est un modèle un peu particulier qu'on a mis en place chez 3F pour un petit peu répondre à la question suivante. C'est-à-dire que quand on veut faire du hors-site, on a vu les différents modèles possibles de contrats. Dit comment répondre, en fait, quelle est l'alternative à la conception-réalisation? En fait, ce modèle-là, qu'on a appelé aussi loi MOP inversée, mais qui n'est pas du tout à retenir, hein, vite, on l'oublie, c'est CPE, consultation préalable des entreprises. C'est l'idée que chacun des acteurs reste responsable de son domaine d'activité. L'architecte de la conception, l'entreprise de sa construction, l'industriel de ses modèles industriels, et le maître d'ouvrage, finalement, a, comme d'habitude, chacun de ces acteurs en lien direct, contractuel. Donc, c'est pour. Et pourquoi on a pensé à ça pour le hors-site? Parce qu'effectivement, le hors-site, bah, il y a plein de modèles de hors-site, de modèles industriels. Et on s'est dit, tiens, bah, si finalement, on allait d'abord chercher le modèle entreprise industrielle avant d'aller chercher l'architecte. Ça peut paraître bizarre, mais c'est hyper intéressant. Donc, pour cette opération, donc on a élaboré un cahier des charges, une faisabilité un peu poussée, une exigence de qualité architecturale avec des matériaux de qualité, et on a demandé à un groupement entreprise industrielle de répondre sur la base d'un modèle constructif et d'un prix. Et à l'issue de cette consultation, on a lancé une consultation de maîtrise d'œuvre de concours classique, où on a retenu 4 équipes d'architectes qui ont chacun répondu avec le modèle constructif et le prix donné par le groupement qu'on a retenu. À l'issue de ça, on a choisi avec les membres du jury le projet qui nous semblait le plus pertinent. Et ensuite, on a lancé, je dirais, comme d'habitude, finalement, le développement du projet, avec malgré tout un contrat interface entre chacun des acteurs pour que que les responsabilités de chacun soient bien précises. Donc voici, bon, là vous avez le chemin de fer qui est devant vos yeux. Donc ça veut dire que finalement, on ramène vraiment la consultation carrément tout au départ de l'opération, mais ça nécessite quand même un travail important de la maîtrise d'ouvrage en amont pour définir quels sont ses besoins, quel est son programme précisément. Ça demande un travail très important
avec les entreprises, avec des phases de consultation intermédiaires pour bien se mettre d'accord sur nos attentes. Ensuite, le jugement la sélection de l'entreprise et du groupement entreprise industrielle retenu. Et puis ensuite, le concours d'architecte, qui est effectivement aussi qui demande des allers-retours sans qu'il y ait d'influence, je dirais, de l'entreprise retenue sur le choix final que fera donc la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est un modèle qui est tout à fait intéressant sur le plan, je dirais aujourd'hui, expérimental, parce qu'il est quand même très lourd pour l'ensemble des acteurs. Donc, pour l'instant, je ne préconiserai pas de l'utiliser tant qu'une opération n'aura pas été aboutie sur ce modèle-là. Donc, nous, on a une opération en cours. Elle est complexe parce qu'il y a aussi des intrants auxquels on ne pense pas, comme le permis, on pense évidemment, mais le permis attaqué, plein de choses qui nous arrivent en cours de route, qui fait que pour des modèles comme ça, assez sophistiqués de consultation, ça vient vraiment beaucoup perturber le déroulé. Donc, voilà, faut être prudent. C'est tout à fait intéressant parce que ça vient poser plein de questions sur comment anticiper et comment travailler différemment. Mais pour l'instant, la normalisation me semble pas encore acquise. Voilà, très rapidement. Merci Pierre. Je pense qu'on va clôturer la présentation et peut-être revenir sur des questions après pour ceux qui peuvent rester. Donc rapidement, on va avoir un petit mot de l'AMIC. Une petite conclusion, une petite synthèse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Comme j'ai eu un petit problème tout à l'heure. C'est effectivement l'origine de ce guide, c'est quand même d'aider les maîtres d'ouvrage publics à se dire est-ce que je peux vraiment faire du hors-site et dans quelles conditions je peux faire du hors-site avec les contraintes du code de la commande publique. Et aujourd'hui, on se rend compte que le hors-site, ça devient une technique constructive qui est intégrée au même titre que toutes les autres techniques constructives qu'on avait l'habitude d'utiliser jusqu'à maintenant, qui tend à se développer et qui a vraiment des atouts majeurs en termes de délai, en termes de coût, en termes de performance, qui a principalement aujourd'hui été mis en œuvre. Alors le domaine de la construction de logements, notamment des bailleurs sociaux, l'utilise beaucoup, et c'est vraiment un domaine qui peut avoir intérêt à se développer en complément de techniques de construction classiques pour des projets, que ce soit des projets de construction, mais également des projets de réhabilitation. Et finalement, le but de ce guide était quand même de montrer que l'ensemble de la démarche de projet intégrant du hors-site de façon obligatoire ou de façon possible, comme on l'a vu avec certains projets, elle est tout à fait adaptée. On peut tout à fait adapter cette démarche-là aux règles de la commande publique sans qu'il n'y ait de frein en dehors des obligations du maître d'ouvrage. Alors effectivement, on l'a vu, le dernier exemple de Pierre Polo, c'est un exemple expérimental qui est très dérogatoire. Pauline en a parlé aussi un peu avant, qui est très dérogatoire et qui peut être utilisé que par certains maîtres d'ouvrage qui ont la possibilité de faire ces dérogations. Néanmoins, l'ensemble de la démarche de projet intégrant du hors-site permettent d'intégrer les règles de la commande publique sans grosse difficulté. De la même façon, on l'a vu, puisque le principe de conception, le principe de dérogation ou d'intégration dans ce qui s'appelait la loi MOP, qui désormais dans le livre 4 de la deuxième partie du Code de la commande publique, c'est un processus de conception qui est toujours le même si on veut rester dans ce cadre de la loi MOP et ne pas aller vers la conception-réalisation. Avec aussi cette possibilité qui existait déjà dans la loi MOP et qui était peu utilisée, Pierre en a parlé tout à l'heure, sur le fait de faire de la consultation préalable des entreprises sur AVP. Donc finalement, la commande publique permet de faire assez facilement du hors-site, permet aussi désormais avec le sourcing d'intégrer des contraintes différentes du hors-site dans la démarche de projet en construction publique. La seule différence, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un jeu d'acteurs et une organisation de projets qui sont un peu différents, avec des rôles qui évoluent et
et des phasages ou des périodes un peu différentes qui sont anticipables et à anticiper par le maître d'ouvrage. Et donc c'est une démarche un peu différente, mais qui est totalement en phase avec les règles de la commande publique. Eh bien, Je merci. te laisse la parole, Léa. Ouais. Rapidement, juste revenir sur le fait que qu'on est disponible et qu'on est à disposition pour présenter le guide pour ceux qui le souhaitent en interne dans les entreprises, etc. Donc l'association Filière Hors Site est là pour vous accompagner sur ce sujet. Et aussi préciser qu'on est toujours dans cette démarche de filière qui est en plein développement et qui demande toujours à se structurer davantage. Et qu'on est là donc toujours pour répondre aux besoins, etc. Et donc on tend à travailler sur de nouveaux sujets de création de nouveaux outils, de contrats de type, par exemple pour la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre surtout, des DCE type, on va traiter les sujets assurantiels, etc. Donc voilà, on est toujours dans cette démarche d'évolution et d'évolution de ce guide. Sur la partie présentation du guide, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer d'organiser des webinaires plus spécifiques sur chaque contrat. On va du coup pouvoir déployer des illustrations différentes sur différentes typologies de projets, différents acteurs qui ont pu expérimenter ces contrats-là et avoir des retours d'expérience vraiment très concrets, du coup rentrer un peu plus profondément sur chaque typologie de contrat. Donc voilà, et puis après il y a évidemment tous les acteurs qui doivent faire évoluer les pratiques en prenant en main tous ces outils qui existent côté juridique, parce qu'ils sont là, ils sont existants, il n'y a rien qui est particulièrement nouveau. Donc c'est simplement à les connaître et les pratiquer. Donc là, voilà, c'est l'ensemble de la filière qui doit prendre en main tout ça et avancer sur le sujet. Donc voilà, donc j'espère que la présentation a été claire. Je pense qu'il y a